Ah, Thalès et son théorème, le fondement de la géométrie par le père de la mathématique grecque, universelle et intemporelle, sans aucun doute. Euh, Pas si vite. Voici la plus ancienne trace imprimée en français que j'ai réussi à trouver du théorème de Thalès. C'est dans les exercices de géométrie du frère Gabriel Marie, des écoles chrétiennes. L'étude des figures semblables, dit-il, repose principalement sur le théorème de Thalès relatif aux triangles semblables. Et en note de bas de page, Thalès, un des 7 sages de la Grèce, alla s'instruire en Égypte. Il mesura la hauteur des pyramides par le moyen de leur ombre, aussi lui attribue-t-on les théorèmes relatifs aux triangles semblables. Thalès s'établit ensuite à Milet et y fonda l'école ionienne. Il eut la gloire de compter Pythagore au nombre de ses disciples. Oui, bon, que Thalès et Pythagore se soient connus, c'est tout sauf certain. Quant à la hauteur des pyramides, je vous dirai plus loin ce qu'on peut en penser. Mais pour l'instant, ce n'est pas le problème. Le livre date de 1896, à peine plus d'un siècle en arrière. Ça ne fait pas beaucoup, vous ne trouvez pas? C'est vrai, l'habitude de donner un nom au théorème est récente. Elle ne date que de la seconde moitié du XIXe. Elle est liée à la fois au progrès de l'histoire des mathématiques en tant que discipline et surtout au développement de l'enseignement secondaire. C'est un phénomène européen et pas seulement français. Tenez, voici le théorème de Thalès nommé dans un manuel de géométrie plane allemand, 2 ans auparavant. Ah mais attendez, regardez la figure. Le texte dit l'angle sur la demi-circonférence est égal à 90 degrés. C'est ça le théorème de Thalès? Eh bien oui, du moins dans les pays anglo-saxons. Alors, que sait-on vraiment sur Thalès et ce qu'il aurait démontré? Eh bien, comme d'habitude, pas grand-chose. On est obligé de se rapporter à des commentateurs souvent peu fiables qui ont écrit des récits de seconde main plusieurs siècles après les faits. Par exemple, Diogène Laërce. Pamphila raconte qu'il avait appris la géométrie des Égyptiens, que le premier il inscrivit dans le cercle un triangle rectangle et qu'il immola un bœuf à cette occasion. Apollodore le calculateur et quelques autres mettent cela sur le compte de Pythagore. Voilà l'origine du théorème de Thalès allemand. Euh, Quant à la légende du sacrifice, il y a peu de chances qu'elle ait un quelconque fond de vérité. Si vous voulez d'autres racontards moins mathématiques, on raconte qu'étant sorti de chez lui, sous la conduite d'une vieille femme pour observer les astres, il tomba dans une fosse, et que, comme il se fâchait, la vieille lui dit Ô Thalès, tu ne vois pas ce qui est à tes pieds, et tu veux connaître ce qui se passe dans le ciel? Plus moralisateur. Gardez-vous, disait-il, de vous enrichir par des moyens honteux. Que jamais on ne puisse vous reprocher une parole malveillante envers vos amis. Attendez-vous à être traité par vos enfants comme vous aurez traité vos parents. Fort bien. Pourquoi donc aurait-il dit aussi Je remercie la fortune de 3 choses, d'être membre de l'espèce humaine plutôt que bête, d'être homme plutôt que femme, d'être grec et non barbare. Bien, ne nous égarons pas. Où apparaît notre bon vieux théorème de Thalès? Il n'eut aucun maître, à l'exception des prêtres qu'il fréquenta en Égypte. Hieronymus dit qu'il calcula la hauteur des pyramides en prenant pour base leur ombre au moment où les ombres sont égales aux objets. Oui, bon, il y a bien une similitude là-dedans, mais pas vraiment un calcul de proportion. D'ailleurs, il y a peu de chances que les Égyptiens aient été impressionnés. Le papyrus Rhind prouve que 1000 ans avant Thalès, les Égyptiens calculaient des choses beaucoup plus compliquées sur leurs pyramides. Voici un autre commentateur encore plus récent,
Proclus de Lycie. Eudème, dans les histoires géométriques, fait remonter ce théorème à Thalès, car il dit que ce dernier devait nécessairement s'en servir d'après la manière dont on rapporte qu'il déterminait la distance des vaisseaux en mer. Ah bon? De quel théorème s'agit-il? D'un cas d'égalité des triangles, rien de plus. Voici la méthode la plus simple pour déterminer la distance à un point inaccessible. Disons que vous êtes en A et que vous voulez connaître la distance au point B, qui est un vaisseau en mer. Vous parcourez, dans une direction perpendiculaire, une certaine distance jusqu'en C, où vous plantez un bâton. Puis vous continuez encore autant jusqu'en D. Vous tournez à angle droit de manière à repartir à l'opposé de B. Vous marchez jusqu'en E, d'où vous voyez C et B alignés. Voilà, c'est fini. La distance de A à B est égale à la distance de D à E. Pas besoin du théorème de Thalès pour cela. Juste l'isométrie de deux triangles. Alors, est-ce que Thalès connaissait le théorème de Thalès? Probablement oui. D'abord parce que la notion de similitude lui était familière, comme à tous ceux qui ont vu des dessins ou des plans. Et on a commencé à en tracer bien avant Thalès. Mais surtout parce que la division d'un triangle ou d'un trapèze par des segments parallèles est un des plus anciens problèmes de géométrie de l'humanité. En voici une illustration datant d'au moins 5 siècles avant Hammurabi, 1700 ans avant Thalès. Je vous reparle de cela ailleurs. Le découpage d'un triangle par des segments parallèles n'implique pas, à strictement parler, la notion mathématique de rapport de similitude. Certains pensent que l'égalité des rapports entre longueurs est arrivée entre Pythagore et Euclide, peut-être du temps de Platon, avec Eudoxe de Cnide. En tout cas, Euclide, lui, connaissait notre théorème de Thalès. C'est la proposition 2 du livre 6 dans les éléments. Si l'on mène une droite parallèle à un des côtés d'un triangle, cette droite coupera proportionnellement les côtés de ce triangle. Et si les côtés d'un triangle sont coupés proportionnellement, la droite qui joindra les sections sera parallèle aux côtés restants du triangle. Remarquez que le théorème et sa réciproque sont énoncés dans la même proposition, ce que Euclide fait rarement. L'originalité de ce résultat est qu'il vient équipé de tout le cortège des applications que vous connaissez et qu'on attribue généralement à Thalès sans trop savoir pourquoi. Comment? Des applications? Chez Euclide? Eh bien oui, mais pas dans les éléments. Euclide a écrit un livre sur l'optique et un autre sur les miroirs, la catoptrique. On y trouve 4 problèmes qu'il résout par ce que nous appelons le théorème de Thalès. Voici le premier, dans une traduction en français de 1663. Mesurer une hauteur proposée, sous-entendu quand le soleil brille. Il faut pour cela se placer à l'extrémité de l'ombre et placer en intermédiaire une perche de longueur donnée de manière à ce que l'extrémité de son ombre arrive au même endroit. Le soi-disant théorème de Thalès fait le reste. Les 3 autres problèmes sont du même type, et leur solution fait appel à des triangles semblables. Mesurer une hauteur quand le soleil ne brille pas. Euclide préconise un miroir. Puis mesurer une profondeur, puis une longueur, toujours inaccessible. Fin de l'histoire. La théorie des mesures inaccessibles par les triangles semblables a été entièrement balayée par Euclide. Que reste-t-il donc à vous raconter? Eh bien, comment, au fil du temps, cette théorie a été effectivement implémentée et quels outils
ont été créés pour l'implémenter. Mais avant, je voudrais vous montrer un parallèle curieux. Il s'agit de Chinois et plus particulièrement de Liu Hui. Mais si, vous connaissez, je vous en parle assez souvent. C'est lui qui a écrit un commentaire magistral des 9 chapitres sur l'art du calcul en 263, un sommet des mathématiques chinoises. On trouve dans les 9 chapitres une collection de problèmes que Liu Wei accompagne de procédures algorithmiques aussi efficaces que rigoureuses. Le chapitre 9 est intitulé Base et hauteur et porte sur des problèmes de géométrie impliquant pour la plupart des triangles rectangles et le théorème de Pythagore. 3 problèmes dans ce chapitre 9 portent sur la détermination de grandeurs inaccessibles: la hauteur d'un arbre, celle d'une montagne et la profondeur d'un puits. Mais Liu Hui ne se contente pas de la place faite aux problèmes de mesure dans les 9 chapitres. Alors, il invente ses propres problèmes et en fait un ouvrage à part. Un peu comme Euclide écrivant l'optique et la catoptrique après les éléments. Le livre de Liu Hui s'appelle Classiques mathématiques de l'île maritime. Il contient 9 problèmes différents, dont le premier propose de déterminer la hauteur d'une île en mer sans s'y rendre. Dans les autres problèmes, il est question de sapins, de villes, de vallées, de tours, de gouffres, de gués. Autant de situations où Liu Hui utilise son savoir géométrique pour déterminer des quantités inaccessibles. La théorie était donc aussi claire pour Liu Hui que pour Euclide. Mais pour l'appliquer sur le terrain, l'œil nu ne suffit pas pour viser. On augmente beaucoup la précision en utilisant des instruments. Voici 2 instruments de base des arpenteurs chinois. À gauche, un cadre de visée. À droite, un bras pivotant muni de fil à plomb, lui aussi destiné à évaluer des angles. Ces 2 instruments ont eu pendant longtemps leurs équivalents européens. Mais revenons au commencement, c'est-à-dire en Grèce. Le gnomon est certainement le premier instrument de mesure astronomique. Au début, un simple bâton planté verticalement permettait de mesurer des ombres, par exemple pour connaître l'heure. L'évolution en un instrument portable et gradué est attribuée à Anaximandre. Si on en croit toujours les mêmes commentateurs tardifs, il aurait été le successeur de Thalès et le prédécesseur de Pythagore. Il aurait introduit la pensée mathématique dans l'observation de la nature et des astres, ce qui en fait un personnage clé dans l'histoire des sciences. L'astrolabe est beaucoup plus ancien que l'on pense. Il pourrait avoir été inventé par Eudoxe de Cnide, le même à qui serait due la théorie des lignes proportionnelles. On a longtemps cru que l'astrolabe était d'origine arabe, mais ce n'est pas le cas, même si les Arabes l'ont puissamment perfectionné. En particulier, ils l'ont rendu universel, alors que l'astrolabe grec n'était gradué que pour une latitude donnée. Celui que vous voyez est un astrolabe universel arabe de l'an 1000 environ. Voici la dioptre de Héron d'Alexandrie, ou tout au moins sa reconstitution. C'est un dispositif de visée permettant d'évaluer des angles. Je suis toujours impressionné par la sophistication des instruments et des mécanismes inventés ou perfectionnés par Héron d'Alexandrie. Mais après tout, celui-ci est plutôt moins compliqué que les automates du même Héron, et sûrement beaucoup moins que la machine conçue par Archimède pour prédire le mouvement des planètes. Mais tout cela, je vous le raconte ailleurs. Résumons l'apport grec. D'une part, la mesure des grandeurs inaccessibles était déjà parfaitement au point du temps d'Euclide. D'autre part, il ne restait plus grand-chose à inventer comme instrument de mesure. Alors,
Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, comme d'habitude, les Arabes ont repris l'héritage grec et l'ont fait fructifier. Prenez par exemple Al-Haytham. Non, non, son buste n'est pas ressemblant. Mais en marge de son imposant traité d'optique, dont on peut considérer qu'il a fondé la discipline, il écrit pas moins de 3 mémoires pratiques sur la mesure. L'un d'eux s'appelle Sur la connaissance de la hauteur des objets dressés, de l'altitude des montagnes et la hauteur des nuages. L'originalité du sujet, c'est que le savoir-faire des arpenteurs s'est conservé indépendamment des Arabes, chez les Romains, puis pendant tout le Moyen Âge, jusqu'à la redécouverte de la géométrie d'Euclide, après les traductions de l'arabe au latin. Même si les mathématiques n'étaient pas leur préoccupation première, il fallait bien que les Romains aient quelques notions de géométrie pour porter l'urbanisme et l'architecture au niveau impressionnant des ruines qu'ils nous ont laissées. Au sortir du Moyen Âge, le rabbin Lévi ben Gershom, appelé en latin Gersonide, est un savant réfugié à Avignon sous la protection du pape. En plus de nombreux traités philosophiques et religieux, il a écrit un livre d'astronomie, où il décrit l'usage d'un instrument de son invention, le bâton de Jacob. Oh, la puissance de l'innovation technologique ne va pas vous sauter aux yeux. Pourtant, le bâton de Jacob sera considéré comme un outil de base pour les astronomes et les marins pendant presque 3 siècles. On l'appelle aussi l'arbalète, comme vous le voyez sur cette illustration. C'est une longue règle graduée, le long de laquelle coulissent une ou plusieurs réglettes orthogonales. La gravure provient d'un manuel de navigation écrit par un certain Jacques de Vaux, pilote en la marine. L'usage du bâton de Jacob, vous pouvez aisément l'imaginer. C'est encore une matérialisation du théorème de Thalès. Sur cette image, il sert à déterminer des hauteurs d'étoiles par rapport à l'horizon. Mais il peut avoir bien d'autres usages. Pour autant, la mesure de quantités inaccessibles ne se retrouve pas toujours dans les manuels d'astronomie ou de marine. Prenez par exemple Leon Battista Alberti, qui est un des grands savants de la Renaissance, plus connu comme architecte et théoricien de la peinture que comme mathématicien. Il a écrit vers 1450 un court ouvrage intitulé Jeux mathématiques. On dirait effectivement un recueil de récréations mathématiques avant la lettre, plutôt qu'un ouvrage de géométrie proprement dit. On y retrouve les techniques d'Euclide et Dewey, mais l'accent est plus mis sur l'astuce que sur la faisabilité et la précision. Le siècle suivant est, en Europe, celui des guerres de religion. On ne l'associe pas au grand progrès scientifique. Pourtant, c'est aussi le siècle de Copernic et Tycho Brahe. La révolution astronomique qui se prépare a été largement provoquée par des observations de plus en plus précises et donc des instruments que l'on améliorait constamment. Cette image est celle de la première page du Livre des instruments de Peter Appian, un astronome et mathématicien allemand. Vous y voyez regroupés les instruments de mesure connus de son temps. Le dodécaèdre et l'icosaèdre rappellent les fondements euclidiens. Le personnage au centre vise une tour à l'aide d'un bâton de Jacob. À droite, le personnage assis vise à l'aide d'un carré gradué et en tient un autre muni d'une réglette mobile. Le personnage debout utilise avec un cercle gradué selon les signes du zodiaque muni d'une aiguille mobile, une alidade. À gauche apparaissent deux autres cadres de visée.
Le personnage debout tient un compas à double écartement, autre illustration du théorème de Thalès, mais il effectue une visée avec sa main ouverte. Il n'est pas interdit de douter de la précision de la dite visée. En France, l'homologue de Peter Appian est Oronce Fine. Dès la création du Collège de France, la chaire de mathématiques lui a été confiée. Et c'est vous dire qu'il était le mathématicien le plus en vue du royaume. À l'époque, les mathématiques englobaient l'astronomie et l'astronomie englobait la géographie, d'où son invention originale d'une projection en forme de cœur dont vous apprécierez l'esthétique. Oronce Fine est très fier de son titre de lecteur ordinaire du roi ès sciences mathématiques, et son succès lui est quelque peu monté à la tête, au point qu'il s'est permis de tenter quelques quadratures du cercle aussi retentissantes que fausses, qui lui ont valu les quolibets de ses contemporains. Donc, au risque de vous décevoir, il n'existe pas de théorème de Fine. Ce magnifique carré géométrique aurait pu porter son nom s'il en avait été l'inventeur, comme il le prétend. À quoi sert-il? À la même chose que tous les autres instruments dont nous avons parlé, matérialiser des triangles semblables et appliquer le théorème de Thalès. Au passage, appréciez le sens artistique et politique d'Oronce Fine. Comme il le précise dans la dédicace, son traité a été composé jadis en latin et réduit nouvellement en langage français, à l'honneur et principale délectation et utilité du très chrétien, puissant et magnanime roi de France, François Ier de ce nom. La magnifique calligraphie, les enluminures et les illustrations sont de la propre main d'Oronce Fine, qui ne néglige rien pour se faire bien voir du très chrétien, puissant et magnanime François Ier de ce nom. Même pas de traduire son livre en français tout juste un an avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts. 5 ans après, Oronce Fine récidive, dans ce non moins magnifique manuscrit, non moins richement illustré. Cette fois-ci, il s'agit de résoudre une bonne fois pour toutes le problème de la détermination de la longitude, dont je vous rappelle qu'il ne trouvera de solution satisfaisante que 2 bons siècles plus tard. Pour arriver à ces fins, Fine propose d'abolir l'usage des soi-disant règles de Ptolémée. Souvenez-vous, Ptolémée savait faire beaucoup mieux qu'aligner 3 bouts de bois et un fil à plomb. L'invention révolutionnaire d'Oronce Fine est ce magnifique cercle gradué. Il ressemble à s'y méprendre à un astrolabe simplifié, et Fine est bien obligé d'avouer qu'il n'est gradué que pour un lieu, en l'occurrence Paris. L'astrolabe universel des Arabes ne lui est pas vraiment parvenu. Arrivons à la fin du XVIe siècle. Vers les années 1580, Tycho Brahe fait construire sur une île un observatoire qu'il équipe d'instruments dernier cri, munis des meilleurs perfectionnements qu'il peut imaginer. Ici, il se met lui-même en scène, entouré de ses outils d'observation. La gravure que vous voyez, ainsi que les suivantes, sont issues d'un magnifique ouvrage qu'il publie en 1598, intitulé Les mécaniques de l'astronomie nouvelle. Le cartouche du haut dit qu'il est représenté en l'an 1587 à l'âge de 40 ans. Dans la fenêtre en haut à gauche apparaissent un cadre de visée et une sphère armillaire. Dans celle de droite, un bâton de Jacob et un sextant. Devant Tycho Brahe et son chien qui dort paisiblement, vous voyez un secteur monumental. L'idée de repérer les angles célestes à l'aide d'un quart de cercle géant était venue aux Arabes depuis longtemps, et aussi aux Indiens avant eux. L'observatoire d'Ulugh-Beg à Samarcande en était équipé, peut-être sur le modèle de l'observatoire d'Al-Toussi avant lui.
Le quart de cercle n'était pas le seul instrument monumental dans l'observatoire de Tycho Brahe. Il y avait aussi des cadres de visée, avec ou sans partie mobile, ainsi que des cadrans de toutes formes et de toutes les tailles. Songez en voyant tous ces instruments que c'est grâce à la précision des observations de Tycho Brahe, en particulier sur la trajectoire de la planète Mars, que Kepler a pu formuler quelques années plus tard ses lois sur le mouvement des planètes. Alors, quand Galilée publie en 1606 ses opérations du compas géographique et militaire, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'invention a tout de même quelques antécédents. Pourtant, le compas de Galilée ou compas de proportion avait encore au moins 2 bons siècles d'utilisation devant lui, tout comme d'ailleurs le cadre géométrique d'Oronce fine. Les deux avaient été remis au goût du jour par Jacques Ozanam en 1688. Tenez, à propos de Galilée, voyez la lunette astronomique entre les deux personnages en bas de ce tableau? Non, elle n'est pas non plus l'invention de Galilée, même s'il l'a bien perfectionnée. En tout cas, il en a fait bon usage. C'est ça l'instrument qui manquait à Tycho Brahe dans son observatoire. En 1617, à la date du tableau, elle est encore d'invention récente. Pour vous donner des points de repère, Galilée a observé les satellites de Jupiter en 1610, les taches solaires en 1611. En 1609, Kepler a publié sa première loi. Il ne publiera la troisième qu'en 1619. Maintenant, regardez mieux le bas du tableau. Tout à fait à droite, sous la lunette, un compas double. Au pied du tabouret, un secteur de visée et un astrolabe. Sur la table à gauche, un compas horizontal et un compas de calibrage. Devant eux, un demi-cercle de visée muni de 2 alidades. Derrière, posé sur la table, un compas de Galilée. Enfin, par terre, appuyé à la table, un bâton de Jacob. Ça fait beaucoup d'instruments différents pour appliquer un seul théorème, vous ne trouvez pas? Alors, la prochaine fois que vous utiliserez un télémètre à laser ou le GPS de votre voiture, faites-moi plaisir. Ayez une petite pensée reconnaissante pour Oronce Fine. La postérité n'a pas été tendre avec lui. Comment ça, il l'avait bien cherché?